Le jour de mon mariage, ma sœur a fait une scène où elle a jeté du champagne, a démoli mon gâteau, et a crié « C'est ce que tu mérites pour te croire meilleur ». Ma mère l'a serrée dans ses bras, disant « Elle a juste besoin de se défouler ». Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai fait ce que personne n'attendait, j'ai retiré son acompte universitaire, gelé le bail co-signé. Mais à 8h40 du matin, ils ont eu la vraie nouvelle. C'est fou comme un seul instant peut réécrire chaque souvenir que l'on pensait inaltérable. Le 3 août était censé être le plus beau jour de ma vie. 43 invités. Du jazz doux en arrière-plan, la salle éclairée juste comme il fallait. Ma fiancée, Émilie, ressemblait à quelqu'un tout droit sorti d'un rêve. J'avais travaillé comme une folle pendant des années, des contrats de consultante, de longs vols, des nuits sur les bancs d'aéroport, sous-payés juste pour rester dans le jeu. J'avais enfin réussi quelque chose. Je pensais pouvoir, pour une fois, célébrer ça. Bethany ne le voyait pas de cette façon. Elle est arrivée en retard, ce qui aurait dû être mon premier indice. La cérémonie était déjà terminée. Elle est entrée, vêtue d'une robe dorée dos nu, comme si c'était le soir du bal de promo. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas souri, a pris une coupe de champagne et a trouvé un coin. Je l'ai croisée du regard une fois, et elle m'a regardé comme si j'étais une inconnue. Pour n'importe qui d'autre, elle aurait pu sembler simplement de mauvaise humeur, mais je connaissais Bethany. Ce silence était le prélude. 3 semaines plus tôt, elle m'avait appelé en pleurant parce que sa voiture était de nouveau en panne. Elle m'avait déjà emprunté $1200 en avril pour des réparations. Cette fois, elle a dit qu'elle avait besoin d'une toute nouvelle voiture, et que c'était urgent. Je lui ai dit non, non pas parce que je n'avais pas l'argent, mais parce que j'étais fatigué d'être toujours son plan B. Et honnêtement, elle ne faisait même plus d'efforts, elle séchait les cours, faisait la fête avec des gens 2 fois plus âgés qu'elle, et disait à nos parents qu'elle était en train de se trouver. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je n'imaginais pas qu'elle irait jusqu'à gâcher mon mariage. Je lui ai laissé le bénéfice du doute, comme toujours. Elle a attendu le toast. Juste au moment où je me levais pour remercier tout le monde d'être venu, pour parler d'amour, de construire une vie avec quelqu'un qui vous apporte la paix, Bethany s'est levée aussi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait elle-même porter un toast. Mon verre était encore à mi-chemin de ma bouche. Puis elle l'a jeté. Le champagne a volé en un arc parfait et a explosé contre la table des desserts. Il a brisé un cadre photo de moi et Émilie souriant sur une falaise à Maui. Puis elle a attrapé le gâteau de mariage et l'a poussé comme si elle renversait une table. Le gâteau n'est pas simplement tombé. Il s'est effondré. 3 étages, un travail délicat de sucre, des fleurs personnalisées, tout cela étalé sur le sol. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a hurlé, assez fort pour que les gens à l'extérieur de la salle l'entendent, c'est ce que tu mérites pour te croire meilleur. Le silence qui a suivi était tel que j'entendais le téléphone de quelqu'un vibrer. Quelques invités ont regardé autour d'eux, espérant que ce n'était qu'une mise en scène ou une farce élaborée. Ce n'était pas le cas. Ma mère a couru vers Bethany comme si elle venait d'être agressée. Elle a juste besoin de se défouler, a-t-elle dit, la serrant comme si elle était une victime de guerre. Les parents d'Émilie me regardaient avec incrédulité. Mon témoin n'a pas bougé. Même le DJ a arrêté la musique. Pas d'excuses. Pas de remords. Bethany n'a même pas pleuré. Elle est juste partie comme si elle avait prouvé quelque chose. Je n'ai pas dit un mot, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que ce n'était pas le bon endroit pour le faire. Je n'allais pas la laisser transformer mon mariage en son tribunal. J'ai souri, dit quelques mots doux à Émilie, et fait un signe de tête à la coordinatrice. Le reste de la nuit s'est traîné. Certaines personnes ont dansé, d'autres ont
Essayez de faire comme si rien ne s'était passé, mais il n'y a pas eu de véritable reprise. Le souvenir était déjà gravé. À la maison ce soir-là, Émilie était silencieuse. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Ce n'était pas vrai, mais j'étais concentré. Pendant qu'elle se changeait, je suis allé sur mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail universitaire et j'ai révoqué la compte de frais de scolarité que j'avais versé pour Bethany le mois dernier. 9 400 $ envolés. Puis je suis allé sur le portail de location en ligne pour le bail de l'appartement que j'avais co-signé. J'ai bloqué le compte, je l'ai marqué pour révision. Pas d'approbation, pas de paiement de loyer. Le contrat de location est maintenant gelé. Le loyer est dû dans 5 jours. À exactement 8h40 le lendemain matin, Bethany m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a suivi avec 3 SMS, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi le portail est-il verrouillé? Je n'ai accès à rien. C'est toi qui as fait ça? » Je n'ai pas répondu, car ce matin-là n'était la fin de rien. C'était le début. Au moment où Bethany a envoyé son 6e SMS, elle a laissé tomber la confusion passive. Le dernier disait simplement, « Règle ça. » J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fait du café. Je n'ai pas tout de suite dit à Émilie, non pas parce que je le cachais ou elle m'aurait de toute façon soutenu, mais parce que je voulais prendre une minute pour savourer le silence. Le mariage était terminé. Le chaos était passé, et pour la première fois depuis des années, j'avais cessé d'être le filet de sécurité de Bethany. Vers midi, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis, elle a laissé un message vocal, « Ta sœur est très bouleversée. Elle se sent abandonnée. Appelle-moi. » L'ironie. Elle n'était pas abandonnée quand j'avais co-signé le bail, ni quand j'avais payé son acompte, ni quand j'avais couvert ses frais de découvert, ni quand je l'avais sorti d'une situation Airbnb ratée, ni quand je lui avais envoyé 500 $ juste jusqu'à vendredi. Ce qui s'était transformé en silence radio. Pendant 4 semaines. Personne ne m'avait appelé alors pour me demander ce que je ressentais. Bethany ne m'a pas parlé pendant 2 jours après le mariage. Puis elle s'est présentée devant mon appartement. Émilie l'a vue par le Judas et n'a pas ouvert la porte. Elle a frappé pendant environ 10 minutes, fort, rythmé, comme un enfant qui essaie de provoquer une bagarre. Émilie a finalement entrouvert la porte et lui a demandé ce qu'elle voulait. Bethany n'a même pas dit bonjour, elle s'est lancée directement dans des exigences. Elle a dit qu'elle avait 5 jours pour payer le loyer et qu'elle avait déjà épuisé l'argent de son travail d'été, qu'elle comptait sur la compte universitaire, que je n'avais aucun droit, que j'avais une obligation morale de tenir parole. Émilie lui a dit que je n'étais pas à la maison. C'était un mensonge. J'étais dans le salon, mais je n'étais pas intéressé à parler à travers une porte, pas avant qu'elle ne montre un certain remords, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est partie en criant quelque chose à propos de droits légaux, de la façon dont je ne pouvais pas tout retirer sans avertissement. Mais elle avait tort. J'ai vérifié le bail. J'étais la principale sur le compte. Elle était la résidente. Elle n'avait aucun pouvoir là-dessus, pas légalement. Je pouvais tout arrêter. Et je l'avais fait. 3 jours de plus se sont écoulés. Elle m'a envoyé un email avec pour objet, « Tu fais ça sérieusement ?» À l'intérieur, elle a exposé une ventilation complète de ses dépenses à venir. Elle voulait que je rétablisse les frais de scolarité. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle devrait abandonner le semestre. Que si elle était expulsée, ce serait de ma faute. Puis elle a essayé de me culpabiliser. Elle a dit qu'elle avait ruiné le mariage parce qu'elle était dépassée et que j'aurais dû comprendre que j'étais la seule personne de la famille avec de l'argent et que je la laissais monter à la tête. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à Émilie avec une note, à ton tour de lire le cirque.
C'est alors que Bethany a intensifié les choses. Elle s'est montrée à nouveau. Cette fois, elle a attendu qu'Emily rentre du travail et a essayé de se glisser par la porte derrière elle. Emily n'a pas crié. Elle a attrapé Bethany par le bras, l'a traînée dans le couloir, et lui a dit que si elle essayait cela à nouveau, elle appellerait la police. Puis, sans avertissement, Emily a attrapé une poignée des cheveux de Bethany et l'a poussée dans le couloir. Pas de drame, juste une force brute et nette. Bethany a hurlé et a trébuché, mais Emily n'a même pas scié. Elle a fermé la porte à clé comme si elle avait jeté les poubelles. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était mon père. Il a commencé l'appel avec un soupir. Il a dit, « Écoute, il faut qu'on parle de ta sœur. » Je lui ai demandé de quoi exactement il voulait parler. Il a dit qu'elle était en spirale et que je devais l'aider à atterrir. Que ce qu'elle avait fait au mariage n'était que des émotions et que je ne devais pas le prendre personnellement. Que j'étais assez grande maintenant pour être là. Personne la plus mature. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait pendant des années. Il m'a dit de ne pas la punir pour un mauvais moment. Je lui ai dit que ce n'était pas un moment. C'était un schéma. J'ai raccroché quand il a commencé à parler d'unité familiale parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore admis, Bethany n'était pas en spirale. Elle était juste enfin en train de tomber. Après qu'Emily ait mis Bethany à la porte, nous n'en avons pas parlé tout de suite. Ce n'était pas gênant. Nous étions simplement silencieuses. Je lui ai versé un verre de vin et nous nous sommes assises sur le canapé comme si rien ne s'était passé, mais je sentais quelque chose bouger entre nous. Pas d'une mauvaise manière, plutôt comme si les choses s'étaient arrangées. Comme si Emily avait tracé une ligne à l'encre indélébile et qu'aucune de nous n'avait à deviner sa position. Bethany n'est pas revenue le lendemain, mais elle n'a pas disparu non plus. Elle a commencé à envoyer des SMS à Emily. Pas à moi, à Emily. Des excuses enveloppées de culpabilisation, de petits paragraphes se faisant passer pour matures, mais se terminant toujours par une variation de « il me doit ça ». Emily a ignoré tout le monde. Elle a bloqué son numéro après le 4e message. Puis Bethany a changé de tactique. Elle a envoyé un SMS à sa mère et à son père, disant qu'elle était agressée physiquement et traitée comme un chien errant par Emily. Elle a fait croire qu'elle était venue pour se réconcilier et qu'Emily l'avait attaquée par surprise. C'est là que le chat de groupe a eu lieu. Mon père m'a ajouté, Emily, ma mère et Bethany dans un vortex chaotique et a tapé. Ayons une conversation honnête sans crier ni bloquer. Nous sommes toujours une famille. Bethany a pris la parole en premier. Elle a dit qu'elle était blessée. Elle a dit qu'elle avait agi ainsi au mariage parce qu'elle se sentait invisible. Elle voulait que quelqu'un reconnaisse à quel point elle se sentait oubliée. Elle a affirmé que je lui frottais mon succès au visage depuis des années. Puis ma mère s'est jointe à la conversation. Elle m'a dit qu'il était temps d'aller de l'avant et de lui pardonner pendant qu'elle se cherche encore. Elle a terminé son message par « C'est toujours ta petite sœur ». Emily a quitté le chat de groupe. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu avec exactement 3 phrases, ce n'est pas un bébé. Elle a 22 ans. Et elle doit apprendre le coup du manque de respect. Silence après cela. Personne n'a répondu. Pas de bulle de saisie. Juste cette étrange tension numérique silencieuse qui semble plus forte que les cris. 2 jours plus tard, j'ai appris par ma cousine que Bethany avait fait ses valises et quitté son appartement. Elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle n'avait pas trouvé de sous-locataire. L'entreprise de location m'a contacté. Pour les dernières formalités. Je n'ai pas lutté. J'ai tout signé, me suis assuré que mon crédit était en sécurité, et suis passé à autre chose. Mais le
vrai coup de théâtre est arrivé une semaine plus tard. Bethany s'est réinscrite à l'école, pas sous mon nom, mais sous celui de mes parents. Il s'avère qu'ils ont payé les frais de scolarité eux-mêmes, après toutes les plaintes concernant l'argent, après toute la culpabilité de « nous n'avons pas les mêmes opportunités que toi », ils ont juste sorti la carte et ont payé discrètement. Pas d'annonce, pas d'excuses, ils l'ont fait comme si cela avait été une option depuis le début. Donc, ils avaient l'argent. Ils ne voulaient juste pas le dépenser pour elle quand ils pouvaient me faire pression. J'en avais fini. Je n'étais pas en colère, je me sentais juste lucide. Émilie et moi étions assises sur le balcon ce soir-là, buvant du vin bon marché et mangeant des restes, et je lui ai dit que j'avais l'impression qu'une attente de 10 ans avait été libérée. Elle a souri et a dit « Bien. Maintenant, nous pouvons vivre. » Et ce fut la première nuit où je l'ai vraiment cru. Environ une semaine après que Bethany ait officiellement quitté son appartement, les choses se sont calmées. Plus de SMS en colère, plus de visites surprises. Pour la première fois depuis longtemps, on avait l'impression que la tempête était passée. Puis, ma mère a appelé. Pas de « salut ». Pas de « comment vas-tu ». Juste « tu seras à l'anniversaire de ton père samedi prochain, n'est-ce pas ?» Comme si rien ne s'était passé. Comme si mon mariage n'avait pas été détourné. Comme si ma sœur n'avait pas causé la scène dont les gens parlaient encore. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Elle a fait une pause puis a dit « Bethany sera là. Je veux que vous parliez en adulte. Et je veux que tu arrêtes d'être si froide. » Cette partie a frappé étrangement. J'étais la froide, pas celle qui a saccagé un gâteau de mariage et crié devant une foule, pas celle qui vivait à mes crochets depuis 3 ans, mais celle qui a finalement dit « ça suffit ». C'est contre moi qu'ils étaient en colère. J'ai raccroché sans accepter quoi que ce soit. Ce soir-là, Émilie et moi avons préparé le dîner et n'en avons même pas parlé avant d'être à moitié chemin. Elle a dit que nous ne devrions pas y aller. J'ai été d'accord. Puis, vendredi soir, la veille de la fête, quelque chose d'encore plus ridicule s'est produit. Bethany m'a envoyé une demande Venmo. 2800 $. Légende, pour le gâteau et le cadre cassé. Lol. Disons que c'est quitte. Je n'ai même pas réagi au début. J'ai juste tendu mon téléphone à Émilie et je suis sorti sur le balcon. Quand je suis revenu, elle avait l'air le plus calme du monde. Je lui ai demandé ce qu'elle avait écrit. Elle a haussé les épaules et a dit « Elle ne va pas aimer ça ». 15 minutes plus tard, Bethany nous a bloqués toutes les deux partout. Nous ne sommes pas allés à la fête d'anniversaire de mon père, mais Bethany, oui. Et elle n'est pas venue discrètement. Elle s'est présentée dans une combinaison blanche qui ressemblait étrangement à une tenue de mariée. Ma cousine Karanou a envoyé une photo avec une légende, elle n'est pas bien. Apparemment, elle avait amené un agent immobilier qu'elle avait rencontré 2 semaines auparavant. Et avait dit à la moitié des invités qu'ils emménageraient bientôt ensemble. À l'autre moitié, elle a dit « de grandes choses arrivent ». Elle n'arrêtait pas de le répéter, de grandes choses. Ce lundi-là, nous avons découvert ce qu'était la grande chose. Bethany a lancé un podcast. Le titre, Les Bleus du sang, grandir avec l'enfant doré. La bande-annonce a été diffusée sur Instagram et TikTok. Dans la voix off, elle disait des choses comme « Je pensais que la famille signifiait la sécurité. Et, parfois, les personnes les plus toxiques sont celles avec qui vous partagez un nom de famille. » C'était si théâtral que cela semblait scénarisé. Mais elle n'avait pas fini. À la fin de la vidéo, elle a remercié un sponsor. Une application de thérapie, exactement celle que je lui avais présentée 1 an plus tôt quand elle m'avait appelé des toilettes d'un bar en pleurant à cause d'une crise de panique. Elle avait signé un vrai contrat. Ils ont reposté sa vidéo.
Elle a obtenu plus de 10 000 vues en 24 heures. Les gens dans les commentaires se délectaient, la qualifiant de courageuse, lui demandant des conseils, lui disant qu'il se sentait concerné. Je ne me souciais pas du podcast en lui-même, mais quelque chose là-dedans me mettait mal à l'aise, comme si j'étais lentement intégré à la fiction de quelqu'un d'autre. Puis est arrivé le rebondissement que je n'avais jamais vu venir. Elle m'a envoyé un email. Objet, parlons-en. Le corps était court, j'aimerais te rencontrer. Pas de drame, juste une conversation. J'ai des choses à te dire. Je pense que tu seras fier de moi. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste une formulation calme et parfaitement composée. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Émilie l'a lu 2 fois et a dit, elle n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Elle nous tend un piège. J'ai répondu par une seule ligne, Émilie sera là aussi. Elle n'a jamais répondu, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas fini, et j'avais raison. 3 jours après l'email, mes parents sont apparus à notre appartement. Pas d'appel, pas d'avertissement, ils ont juste sonné à 19h15. Alors qu'Émilie et moi étions en train de dîner. J'ai ouvert la porte à moitié. Sans rien dire. Mon père a fait un petit signe de la main comme si c'était juste une visite amicale. Ma mère avait son sac à main en bandoulière comme si elle avait prévu de rester. Elle a dit, nous voulons juste parler calmement. Je leur ai dit qu'ils avaient 3 minutes. Ils sont entrés quand même. Émilie est restée dans la cuisine, les bras croisés. Sans parler. Elle n'allait pas faire semblant de sourire. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait où elle se tenait. Ma mère a commencé. Elle a dit que Bethany traversait une période de transformation et qu'elle avait commis des erreurs qu'elle regrettait profondément. Elle a dit que le podcast était juste sa façon de gérer les choses, que je ne devrais pas le prendre si personnellement. Puis mon père a ajouté, elle veut une relation avec toi. Elle ne sait juste pas comment le dire. J'ai demandé si Bethany avait réellement dit tout cela ou s'ils espéraient simplement que je tomberais dans le panneau. Ils n'ont pas répondu. Puis ma mère a dit quelque chose qui a tout arrêté. Elle est revenue vivre avec nous temporairement. Juste le temps qu'elle règle les choses. Émilie a laissé échapper un souffle assez fort pour que toute la pièce l'entende. Alors maintenant, le tableau était complet. Ils avaient payé ses frais de scolarité. Ils l'avaient laissé revenir vivre chez eux. Et ils étaient là. Maintenant, non pas pour me demander quoi que ce soit, mais pour s'assurer que je ne lui compliquerais pas la vie. Il ne faisait pas de médiation. Il gérait. Je leur ai demandé sans détour s'il lui avait déjà dit que ce qu'elle avait fait au mariage était mal. Ma mère a dit qu'elle était dépassée. Mon père a dit qu'elle n'avait pas l'intention de le gâcher. J'ai redemandé, l'un de vous lui a-t-il dit que c'était mal? Ils n'ont pas parlé. Cela m'a tout dit. Ils n'étaient pas en colère contre elle. Ils étaient embarrassés. Et le moyen le plus facile de faire disparaître l'embarras était de me le faire porteur. Je leur ai dit que j'en avais fini avec l'argent, avec la culpabilité, avec les jeux. Que s'il voulait continuer à financer sa vie, il le pouvait, mais cela ne viendrait plus de moi. J'ai dit qu'ils avaient fait un excellent travail en élevant une fille qui croit que les conséquences n'existent pas. Puis je leur ai demandé de partir. Ils ont hésité, mais ils sont partis. Bethany ne m'a plus contacté après cela. Mais son podcast a continué. L'épisode 2 parlait des frères et sœurs narcissiques. L'épisode 3 était intitulé Quand ils vous font passer pour folle. Émilie et moi avons ri de celui-là. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié le bail de notre appartement. Il nous restait 8 mois. J'ai regardé nos économies, fait les calculs, et j'ai dit à Émilie que nous devions faire un voyage. Quelque chose de lointain.
Quelque chose de chaud. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec tout ça. Elle a souri. Le lendemain matin, nous avons réservé 2 vols aller-retour pour les Maldives. Nous partions dans 6 semaines. Pas de famille, pas de drame, juste la paix. Le genre de paix que l'on a enfin l'impression d'avoir mérité. Le dernier message que j'ai reçu de Bethany est arrivé 2 jours avant notre vol. Justin. Emoji de feu. Pas de mots, pas de contexte. Comme si elle essayait d'envoyer un vague avertissement ou peut-être juste de me rappeler qu'elle surveillait. Toujours. Je l'ai montré à Emily pendant que nous ramassions nos étiquettes de bagages. Elle n'a même pas réagi. Elle a scanné sa carte d'embarquement et a dit « Parfait. Laisse-le brûler. » J'ai bloqué le numéro. C'était le dernier fil lâche avant le voyage. Il y a eu un silence de la part de tout le monde aussi. Mon père n'a pas appelé. Ma mère a envoyé un SMS générique, « J'espère que tu vas bien », que j'ai ignoré. Il n'y a plus eu de sermon, plus de culpabilisation. Je pense qu'ils ont finalement réalisé que je n'allais pas être celle qui réparerait ce qu'ils avaient brisé. Pas cette fois. Nous sommes partis pour les Maldives un jeudi matin. Pas d'escale, pas de précipitation. J'ai regardé Emily dormir contre la fenêtre. Tandis que nous traversions des kilomètres d'eau libre. Et pour la première fois depuis des années, mon cerveau n'avait pas l'impression d'être en feu. Pas de calcul, pas de plan financier, pas de mission de sauvetage, juste le calme. Notre bungalow était au-dessus de l'eau. Littéralement. On pouvait entendre l'océan sous les planchers. Il y avait une pancarte à l'intérieur, pas d'horloge. Que le temps soit à nouveau le vôtre. Cela a frappé plus fort que cela n'aurait dû. Nous n'avons pas parlé de Bethany. Pas une seule fois. Pas avant le 4e jour. Nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, juste le bruit des vagues et des oiseaux quand Emily a dit, « Penses-tu qu'ils l'admettront un jour ?» Je n'ai pas eu besoin de demander de qui elle parlait. Non, j'ai dit. Mais je pense qu'ils le savent. Et je crois vraiment qu'ils le savent. Pas d'une manière consciente, réfléchie, mais dans ce silence inconfortable qui s'installe quand votre bouc émissaire préféré quitte la porte pour de bon. Ils savent que j'ai toujours été celle qui nettoyait ses dégâts. Ils savent qu'ils l'ont laissé faire parce que c'était plus facile que de lui dire non, et ils savent certainement maintenant qu'ils ne peuvent plus se tourner vers moi comme ça. Bethany est restée avec eux. Elle n'a pas trouvé de nouvel appartement. Son bail a expiré tranquillement, et l'immeuble a remis l'unité en location sans problème. Je le sais parce que la société de gestion m'a contacté pour la confirmation de signature finale. Elle ne m'a jamais contacté à ce sujet. Jamais dit merci. Jamais dit désolé. Elle ne le fera jamais, mais j'ai arrêté d'attendre ça. Je n'ai pas besoin des excuses. J'avais juste besoin que ça se termine. Le podcast a continué pour 2 épisodes supplémentaires. L'un portait sur le fait d'être effacé par son système de soutien. Un autre sur les abus financiers au sein des familles. Je n'ai pas écouté. Mais Cara l'a fait. Elle a dit que Bethany étirait tellement la vérité que cela n'avait plus de sens. Les gens ont cessé d'interagir. Les commentaires ont ralenti. Le parrainage a disparu. Après ça, plus rien. Le silence n'était pas seulement numérique. Il a saigné dans la vie réelle. J'ai arrêté de consulter ses réseaux sociaux. Ma mère a cessé d'envoyer des SMS de groupe passif-agressif. Mon père ne l'a pas mentionné la seule fois où il a appelé pour demander un mécanicien. Finalement, Cara m'a dit que Bethany s'était de nouveau inscrite à des cours à temps partiel, en utilisant l'argent de mes parents cette fois. Apparemment, ils avaient puisé dans un fonds de prévoyance qu'ils avaient gardé pour les urgences.
J'ai presque ri. Il s'avère qu'il l'avait tout le long. Il ne voulait juste pas l'utiliser. Pas avant que je refuse de le faire. Émilie et moi sommes rentrés chez nous dans une version différente de la vie. Nous avons déménagé dans un meilleur endroit. Plus loin de la ville, plus près. Du calme. Plus de téléphones qui vibrent. Plus de paiements partagés. Juste nous. J'ai obtenu une nouvelle carte de crédit, j'ai laissé mes jours de co-signataire derrière moi. J'ai même changé le mot de passe de mon compte bancaire pour la première fois en 6 ans. Plus de retrait surprise. Plus de demandes Venmo étiquetées, s'il te plaît, ne demande pas. Nous ne parlons plus du mariage. Nous n'en avons pas besoin. Ce n'est qu'une étrange péripétie dans une histoire qui ne nous appartient plus. Certaines nuits, nous sommes assises sur notre nouveau Porsche avec du vin et regardons le chien du voisin chasser les papillons de nuit sous la lumière du Porsche. Nous parlons de choses concrètes, des livres, des voyages, des idées. L'entreprise qu'Émilie prévoit, de vraies choses. Cette ancienne vie, elle ne me semble même plus être la mienne. C'est quelque chose que j'ai vu se produire. Quelque chose sur lequel j'ai tourné la page. Parfois, le feu n'a pas besoin d'être combattu. Parfois, il suffit de le laisser s'éteindre et de s'en aller, enfin au chaud.